Dominique Ouattara lance une grande campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde pour les enfants de 3 à 15 ans dans la région du Sud, Comoé. 10 000 enfants sont concernés. L'Europe se rapproche des entrepreneurs ivoiriens. Cela se matérialise avec la tenue du Forum économique euro-ivoirien. Les opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire aux partenaires de l'Union européenne seront partagées avec l'ensemble de la communauté économique et étrangère. Au Brésil, Dilma Rousseff appelle les Brésiliens à se mobiliser contre ce qu'elle appelle un coup d'État. Son mandat a été suspendu temporairement aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 21 millions de personnes sont atteintes de la fièvre typhoïde avec plus de 216 à 600 000 décès annuels. Dominique Ouattara veut sauver des vies. Elle a donc lancé une campagne de vaccination contre cette maladie aujourd'hui à Grand-Bassam. Et ce sont les enfants du Sud Comoé qui vont bénéficier de cette action. Le reportage de Viviane Haïmé. Au démarrage ce lundi 12 mai à Grand-Bassam de la nouvelle campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde de la Fondation Children of Africa, sous l'œil attentif de sa présidente fondatrice, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, plusieurs enfants ont reçu des doses de vaccins. Cette nouvelle caravane de santé de la Fondation Children of Africa prévoit vacciner gratuitement 10 000 enfants dans la région du Sud Comoé. Un acte de générosité et de solidarité est salué par toute la région. En témoigne la présence ce lundi, aux côtés de la première dame, hormis les populations, de ses plus hautes autorités coutumières, mais aussi et ses figures emblématiques, dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au nom de tous, le maire de Grand-Bassam a adressé ces mots de reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que vous faites pour les plus démunis. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Pour tout ce que vous faites pour les femmes à travers vos nombreux dons et initiatives. Nous sommes véritablement, madame, fiers de votre engagement aux côtés de votre époux, le président Alassane Ouattara, pour un mieux-être de la population ivoirienne. Parce que cette campagne de vaccination est destinée à protéger les enfants contre ce grave danger qu'est la fièvre typhoïde, la petite Sorona Plessita, élève en classe de CM2, a traduit la gratitude de tous les enfants à leur généreuse bienfaitrice. Maman Dominique Ouattara, toute la Côte d'Ivoire sait que partout où vous passez, vous faites tomber la pluie de bonheur. Merci maman Dominique, notre maman au cœur d'or. Que Dieu vous bénisse. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a quant à elle invité les populations à adopter des règles d'hygiène et à adhérer à la vaccination. La fièvre typhoïde est une maladie redoutable, aux conséquences multiples, pouvant aller jusque malheureusement à la mort s'il n'y a pas de traitement. En Côte d'Ivoire, la maladie est fréquente et est souvent confondue, malheureusement, avec le paludisme, qui est une maladie endémique en Côte d'Ivoire, causant ainsi un retard de diagnostic, puisque l'on confond. On confond donc le paludisme et la fièvre typhoïde. Il s'agit donc d'utiliser de l'eau potable, de respecter les mesures d'hygiène, les règles d'hygiène, pour surtout également, monsieur le maire, pour tous les travailleurs dans le milieu de la restauration. C'est extrêmement important. Et pour les enfants, le lavage des mains à l'eau et au savon. Un vaccin anti-typhoïde bien toléré ne nécessite qu'une seule injection et protège pendant 3 ans. Voilà pourquoi, Madame la Première Dame, je suis heureuse pour le choix que vous avez porté sur cette activité qui sûrement va aider le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à réduire de façon considérable cette maladie en Côte d'Ivoire. Children of Africa a déjà organisé à différentes reprises des campagnes de vaccination contre la fièvre typhoïde.
et qui ont permis de vacciner plus de 70 000 enfants en Côte d'Ivoire. La première dame a expliqué les raisons du choix de Grand Bassam pour le lancement de cette nouvelle caravane de santé qui sillonnera, a-t-elle souligné, toutes les autres localités du Sud Comoé. Nous avons choisi la ville de Grand Bassam pour le lancement de cette nouvelle caravane de vaccination. Tout d'abord parce que Grand Bassam est très cher à mon cœur, mais aussi car nous souhaitons manifester toute notre affection et notre soutien aux populations de la ville à l'issue des malheureux événements qui s'y sont déroulés récemment. En initiant cette nouvelle caravane de vaccination, la Fondation Children of Africa a pour objectif de protéger nos enfants afin qu'ils grandissent en bonne santé. La caravane de vaccination de la Fondation sillonnera du 12 au 21 mai dans les localités de Bassam, Bonoua, Samo, Aboisseau, Adiaké, Maféré, Assini, Tiapoum, Noé, Koukourandoumi et Ayamé. J'espère que nos enfants répondront nombreux à notre appel. Par la même occasion, les enfants qui recevront leur vaccin bénéficieront d'un déparasitage systématique. Chers parents, je voudrais quant à vous remercier d'avoir répondu si nombreux à notre appel. Votre présence massive traduit votre volonté manifeste d'offrir à vos enfants le meilleur avenir possible. La première dame de Côte d'Ivoire avait comme à chacun de ses déplacements de nombreux dons pour les populations. Des dons en vivres et non-vivres pour une valeur de 20 millions de francs, plus 10 millions de francs en espèces pour les différentes composantes de la population. Et un bonus spécial pour les enfants, les prestations de Claire Bailly et de Desbordeaux Likoufa. Les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire et de l'espace européen ont connu une hausse de 47% en 5 ans. L'Union européenne qui entend s'impliquer davantage dans le développement de l'économie ivoirienne. C'est ce qui explique la tenue du Forum économique euro-ivoirien. Ce forum, baptisé Ensemble pour une croissance commune, est organisé par la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire et la Chambre de commerce européenne en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie ivoirienne. Gabriel Zani. L'intérêt des investisseurs européens pour la Côte d'Ivoire est manifeste. Après le passage du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, fin avril à Abidjan, le forum économique euro-ivoirien s'ouvre ce jeudi 12 mai dans la capitale économique ivoirienne. Un forum co-organisé par la délégation de l'Union européenne et la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocharm. Beaucoup d'opérateurs ivoiriens intéressés par des partenariats avec des entreprises européennes. Beaucoup d'entreprises européennes présentes ou non encore présentes sur le marché intéressées par une implantation en Côte d'Ivoire. Donc, pour faire avancer ces choses-là, il faut que les gens se rencontrent, il faut des forums. En 2015, le volume des échanges commerciaux entre l'Europe et le pays est estimé à plus de 4 000 milliards de francs CFA. La locomotive européenne est tirée par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Luxembourg, 4 pays qui investissent directement en Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 200 entreprises européennes qui sont installées en Côte d'Ivoire et qui représentent 100 000 emplois. Donc il est bien clair que de notre point de vue, les propositions que les entreprises européennes peuvent faire, les expériences dont elles peuvent faire part, notamment à d'autres entreprises qui envisagent de s'installer, peuvent être un facteur d'accélération de croissance pour la Côte d'Ivoire. Le forum économique ouvert ce jeudi par le chef du gouvernement facilite le rapprochement d'entrepreneurs européens et ivoiriens. Un rapprochement qui peut tonifier l'économie car l'État attend du secteur privé un niveau d'investissement de 62% dans le plan national de développement évalué à 30 000 milliards de francs CFA. L'objectif affirmé du gouvernement ivoirien depuis 2012 est, vous le savez, de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique ivoirienne. En vue de permettre une saine émulation du secteur privé en Côte d'Ivoire et d'améliorer la compétitivité à l'étranger, le gouvernement a entrepris d'importantes réformes structurelles et sectorielles. Le gouvernement a à cœur de créer le meilleur environnement des affaires possibles et d'amplifier le dynamisme du secteur, du partenariat secteur public, secteur privé. L'ouverture du tribunal du commerce, la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance,
l'adoption du projet de loi relatif à la Cour d'appel du tribunal du commerce, des réformes politiques qui prouvent que l'État lutte contre la corruption, soutenir le partenariat public-privé et le partenariat de privé à privé. Le Forum économique euro-ivoirien est une nouvelle occasion d'échange entre le gouvernement et le secteur privé. La sécurité des populations de l'espace UEMOA est menacée. À cela s'ajoutent des difficultés liées à l'urbanisation. Pour venir à bout de ces problèmes, le Conseil des collectivités territoriales s'est réuni à Grand Bassam pour voir comment il pourrait lancer les chantiers de développement territorial de l'espace UEMOA. Mamadou Kwasi revient de Grand Bassam. Terrorisme, absence de véritable plan directeur du barnisme et manque de ressources financières. Ce sont autant de difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités de l'espace UEMOA. Pour faire face à ces difficultés, les collectivités décident de mutualiser leurs efforts à travers le Conseil de collectivités territoriales de l'espace UEMOA, CCT. À Grand Bassam, il s'agit pour les élus locaux de lancer les chantiers de développement territorial, des chantiers axés entre autres sur un programme de coopération transfrontalière locale, l'étude sur le foncier urbain et le mécanisme communautaire de financement des collectivités territoriales. C'est véritablement de voir un transfert des différents projets de la Commission au CCT, afin que les élus locaux s'en approprient véritablement et les présentent à leur population et rendent les conditions de vie de leur population meilleures. Au centre de ces chantiers figure la question sécuritaire. C'est pourquoi le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, appelle les élus locaux à la vigilance et à la fédération des efforts. La vigilance dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en matière de sécurité est vraiment quelque chose que nous devons partager, nous devons décentraliser, parce que c'est un outil qui nous permettra de faire face à la pénétration des terroristes. Au cours de cette rencontre, plusieurs ministres en charge de la décentralisation et de l'aménagement du territoire de l'espace UEMOA ont effectué le déplacement pour partager leurs différentes expériences. Au Niger, on a 2 fonds qui sont alimentés fréquemment. Ça fait 3 ans que le fonds est alimenté, donc les collectivités sont vraiment dotées en termes de ressources financières. Pendant ces 3 jours de travaux, les élus locaux de l'espace UEMOA vont traiter plusieurs sujets pour consolider le processus de décentralisation, la gouvernance et la participation citoyenne des collectivités à l'atteinte des objectifs de développement durable. On parle aussi développement à la première réunion du comité technique de concertation État-secteur privé. Le calendrier de travail 2016 a été adopté lors de cette rencontre qui a réuni des membres du gouvernement et des présidents d'organisations patronales. Ils ont aussi fait des observations sur la matrice des préoccupations du secteur privé. Le dialogue voulu par le président de la République Alassane Ouattara entre le public et le privé a permis la réalisation du plan national de développement PND 2012-2015 avec une forte implication du secteur privé. Pour atteindre les objectifs fixés dans le PND 2016-2020, le secteur privé est encore sollicité puisque considéré par le gouvernement comme le moteur de la transformation de l'économie ivoirienne. En effet, le montant des investissements du PND 2016-2020 est passé d'une enveloppe de 11 076 milliards à 30 000 milliards, avec l'augmentation du niveau d'investissement attendu du secteur privé qui a connu un accroissement de 6 496 milliards à 18 168 milliards, soit un triplement. À cela s'ajoute le but d'accroître la part de l'investissement privé d'une prévision de 10,7% du PIB en 2015 à 15% du PIB en 2020. D'où la nécessité de solidifier les bases du cadre de concertation. Cette première réunion du comité technique de concertation 2016 regroupe des membres du gouvernement et des organisations patronales. Il est question d'adopter le calendrier de travail 2016 dans les différents secteurs d'activité, de faire des observations sur la matrice des préoccupations du secteur privé. La Côte d'Ivoire multiplie les rendez-vous de partage d'expériences et d'opportunités. Vous l'avez constaté, des autorités ivoiriennes se sont rendues dans plusieurs pays pour participer à des forums. Récemment, c'est le ministre des Affaires étrangères qui était au Liban où il a participé à la 3e édition du Libanese Diaspora Energy, un forum qui regroupe des hommes d'affaires. Là-bas, Albert Mabritoakeuse a bien vendu la Côte d'Ivoire et ce sont des hommes d'affaires séduits qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Thomas Guessambi.
La 3e édition du Lebanese Diaspora Energy aura visiblement tenu toutes ses promesses. Le forum qui vise à faire partager les expériences en matière de réussite dans les affaires et à créer un cadre d'opportunités en matière de création de richesses a mobilisé un grand nombre de participants, au nombre desquels une délégation ivoirienne conduite par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Albert Mabry Touakeus. En répondant à l'invitation des hommes d'affaires libanais résidant au Liban et hors du Liban, Albert Mabry Touakeus réaffirmait l'excellence des relations économiques et commerciales entre le Liban et la Côte d'Ivoire, mais surtout vantait les opportunités d'affaires à saisir en Côte d'Ivoire. Au cours du panel qui lui offrait la possibilité d'échanger avec ces hommes d'affaires libanais réunis en un lieu, le chef de la diplomatie ivoirienne ne dira pas autre chose que la volonté de son pays à réaliser une croissance inclusive avec des investissements de 30 000 milliards, dont 62% destinés au secteur privé. Et c'est avec beaucoup d'intérêt qu'il a été écouté. À ce jour, la communauté libanaise en Côte d'Ivoire participe à l'économie ivoirienne à hauteur de 40% et ses activités génèrent plus de 300 000 emplois. La lutte contre la cybercriminalité a retenu l'attention à Kigali au Rwanda lors de la 2e édition du Forum économique mondial. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste a animé un panel sur la cybercriminalité. Bruno Nabagné-Koné partage l'expérience ivoirienne en matière de TIC. Le reportage de notre envoyé spécial à Kigali au Rwanda, Michel Ligri. Le débat de la lutte contre la cybercriminalité s'invite au Forum économique mondial sur l'Afrique. La raison, la recrudescence des infractions pénales commises sur les réseaux de télécommunications, en particulier sur Internet. Les panélistes sont unanimes, il faut sécuriser la toile. Nous avons intérêt à avoir un secteur du numérique qui soit fiable, un secteur du numérique qui crée la confiance, un secteur du numérique dans lequel les populations n'hésitent pas à aller, dans lequel les populations n'hésitent pas à exercer, aussi bien dans l'éducation que dans la santé, que dans la gouvernance de nos États, etc. Mais comment rassurer les utilisateurs d'Internet face à l'acharnement des cybercriminels? Le ministre Bruno Okoné partage l'expérience ivoirienne. En Côte d'Ivoire, nous avons des textes aujourd'hui qui sanctionnent très fortement les actes de cybercriminalité. Nous avons des peines jusqu'à 20 ans de prison. Nous avons des peines pécuniaires qui vont jusqu'à 100 millions de francs CFA, ce qui représente beaucoup d'argent. Mais la répression à elle seule ne suffit pas. Bruno Okoné propose également un plan B. Il est important quand même d'insister, c'est l'aspect sensibilisation. Beaucoup de nos pays, beaucoup de nos jeunes s'adonnent à cette activité parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les peines qu'ils encourent en cas de problème. Accentuer la lutte contre la cybercriminalité, un impératif selon les panélistes pour éviter de mettre à mal l'économie numérique sur le continent. Retour en Côte d'Ivoire où Alain Richard Donvaï a remis des prix aux 3 premiers du concours de salubrité au groupement ministériel des moyens généraux. Il a eu un échange avec ces hommes à qui il a parlé de discipline. Le reportage de Abou Sanogo. Les honneurs militaires ont fait place à l'intervention du colonel Lambert Boblé, commandant par intérim le groupement ministériel des moyens généraux, qui, au nom de l'ensemble de ses personnels, a exprimé sa gratitude au ministre chargé de la Défense, dont la présence à ce rassemblement, a-t-il indiqué, traduit la volonté d'être proche de ces hommes et de renforcer la cohésion au sein de l'institution militaire. À sa suite, le médecin-colonel Célazi Bampierre, médecin-chef et président du comité de salubrité du groupement ministériel des moyens généraux, a donné les résultats des 4 premiers mois de l'année 2016 du concours d'hygiène et de l'environnement et dont les lauréats ont reçu leur prix séance tenante. Saisissant l'occasion, Alain Richard Donvaï a félicité le commandement du groupement ministériel des moyens généraux pour l'initiative de ce concours au sein de la caserne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a une grande vision pour la défense et la sécurité de notre pays, a poursuivi Alain Richard Donvaï à l'endroit des personnels du groupement ministériel des moyens généraux. Et comme cela ne peut aboutir qu'avec des hommes et des femmes respectueux de l'éthique militaire, il les a appelés à la discipline. Sans la discipline, il n'y a plus d'armée. Si chacun fait ce qu'il veut, se comporte comme il veut, alors c'est le désordre qui s'installe, c'est le chaos qui survient et il faut à tout prix éviter cela.
Vous devez être des modèles aux yeux de la nation. Unité de soutien rattachée à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le groupement ministériel des moyens généraux abrite le cabinet ainsi que l'administration centrale du ministère de la Défense. La chefferie traditionnelle de la région du Gontougo veut être un acteur clé dans la résolution des conflits dans cette partie du pays. La chefferie traditionnelle a pris des dispositions en vue de mettre fin aux conflits communautaires dans le district du Zanzan. Mamadou Kouassi nous explique aussi que les populations du Gontougo sont sensibles aux efforts de développement du gouvernement dans leur région. 2 délégations des chefs traditionnels à Amanvi, village natal du ministre Kobenon Kouassi Adjoumani. La première, composée de chefs de canton et de villages du département de Bondoukou, et la deuxième, de la chefferie du département de Sandégué. Un même sujet abordé au cours de ces 2 rencontres. La paix sociale dans le district du Zanzan, perturbée récemment avec les graves affrontements intercommunautaires à Bouna. Ayant joué le rôle de médiateur aux premières heures de ce conflit, les chefs traditionnels sont venus lui traduire leur reconnaissance, surtout au président de la République, Alassane Ouattara, pour son implication personnelle dans le règlement de cette crise, mais aussi pour les chantiers de développement ouverts dans le Gontougo. Au nombre de ceux-ci, l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants. Le président de la République a promis l'université au même moment que l'électrification. L'électrification a commencé. Les chefs souhaiteraient que le chef de l'État fasse diligence pour que les travaux de l'université commencent pour le bonheur de nos enfants. Le ministre Kobenon Kouassi Adjoumani s'est félicité de l'initiative de la chefferie traditionnelle du Gontougo, qui va contribuer à créer un climat social favorable à la réalisation des actions de développement dans cette région. L'université du Bondoukou qui tarde à venir, et nous leur avons fait savoir que ça fait partie des priorités du gouvernement. C'est une grande satisfaction de savoir que nos chefs sont préoccupés par les problèmes de réconciliation, de paix et surtout de développement. Cette visite des chefs traditionnels au ministre Kobenon Kouassi Adjoumani sera suivie d'autres aux différents cadres du Gontougo en vue de consolider la cohésion sociale dans le district du Zanzan, ont-ils conclu. Le droit d'accès à l'information d'intérêt public au cœur d'une rencontre qui a regroupé les membres du réseau des communicants des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire et la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Objectif, vulgariser cette loi. Le reportage de Mamadou Kouassi. Pour faciliter l'accès à l'information d'intérêt public, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une loi en décembre 2013 pour déterminer les conditions d'accès aux informations publiques. La Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, structure en charge de veiller à l'application de cette loi, organise des activités de vulgarisation des textes relatifs au droit d'accès à l'information d'intérêt public. Un séminaire est donc initié à l'intention des membres du RECOMSI, réseau des communicants des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Nous constituons un pont entre les gouvernants locaux et les populations. Ce qui nécessite que nous soyons à la pointe de l'information, que nous ayons la vraie information pour pouvoir la dispenser, la rendre publique auprès de la population. La question de l'accès à l'information d'intérêt public demeure une préoccupation. La KIDP souhaite donc une implication active de ses responsables des collectivités décentralisées. Selon l'article 4 de la loi, les organismes publics dont font partie les districts, les régions et les mairies sont tenus de diffuser au public les informations et les documents publics qu'ils détiennent. Ce séminaire est le 5e du genre initié par la KIDP après ceux tenus avec les professionnels des médias et les responsables de communication des structures étatiques. La montée en puissance de l'informatique, des technologies de l'information et de la communication a amené les États à prendre conscience de l'enjeu de la protection des données à caractère personnel. Afin de s'approprier la culture de la protection des données, la RTCI a initié un séminaire de 3 jours au plateau pour sensibiliser les populations.
En France, la motion de censure déposée par la droite contre le gouvernement a été rejetée ce soir à l'Assemblée nationale. Le projet de loi travail est considéré comme adopté en première lecture, un texte mal vu par la plupart des Français. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale à Paris pour protester contre la loi travail. Le Brésil traverse une crise aiguë dans plusieurs registres politiques, procédures de destitution économique, récession depuis 2 ans et morale, gigantesque scandale de corruption d'une grande partie de la classe politique autour de la compagnie publique Petrobras. Aujourd'hui, avec la suspension de Dilma Rousseff, elle va devoir faire face à la justice. Chronologie d'une descente aux enfers avec Salimata Dia. Tout commence le 11 avril. Une commission parlementaire accuse la présidente brésilienne dans un rapport de maquillage de comptes publics en vue de favoriser sa réélection en 2014. Cette commission spéciale introduit alors une demande de procédure en destitution à son encontre. L'avis est favorable du côté de la droite, avec en tête Eduardo Cunha, président du Congrès des députés, ennemi juré de la présidente issue de la gauche. Le 17 avril, une séance houleuse, ponctuée d'invectives et d'insultes. Mais à l'issue, le Parlement approuve la procédure à 367 voix contre 137. Le dossier est ensuite transmis à la Chambre haute. Dilma Rousseff riposte via des recours devant la Cour suprême. Mais peine perdue. Le 6 mai, une commission spéciale du Sénat en charge du dossier autorise la poursuite de la procédure. 24 heures avant le vote du Sénat, coup de théâtre, Valdir Maranhão, président intérimaire du Congrès des députés, annule le vote du 17 avril avant de se rétracter dans la même journée. Le 11 mai, le Sénat ouvre le vote. Le verdict tombe le lendemain, 55 voix pour et 22 contre. Le Sénat approuve l'ouverture d'un procès en destitution. Dilma Rousseff est suspendue du pouvoir pour 6 mois. L'affaire connaîtra son épilogue avec le vote final des sénateurs. Si elle est reconnue coupable, elle sera frappée d'inéligibilité pour 8 ans. Dans le cas contraire, Dilma Rousseff devra récupérer son fauteuil occupé par Michel Temer, son vice-président. C'était un récit de Sylvie Touré. Je n'aurais jamais imaginé devoir lutter une nouvelle fois contre un coup d'État. Ce sont les propos de Dilma Rousseff qui a survécu à la torture sous la dictature de 1964 à 1985 et a été la première femme élue à la tête du Brésil en 2010. Dilma Rousseff, dont le mandat de présidente a été suspendu temporairement, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le récit de Sylvie, a appelé aujourd'hui les Brésiliens à se mobiliser contre ce qu'elle appelle un coup d'État. Fin du faux suspense au Brésil. Dilma Rousseff devra répondre devant la justice des accusations de maquillage de comptes publics. À l'annonce du résultat du vote des sénateurs ce jeudi, la présidente suspendue est descendue dans la rue à la rencontre de ses partisans qui battent le pavé depuis un mois. Elle s'est par la suite adressée à l'ensemble de ses supporters. Le message est clair, maintenir le cap de la mobilisation. Aos brasileiros que se opõem ao golpe. Aux Brésiliens qui s'opposent au coup d'État, qu'ils soient de n'importe quel parti, je lance un appel. Maintenez-vous mobilisés, unis et dans la paix. La lutte pour la démocratie n'a pas de date limite. C'est une lutte qui exige qu'on s'y consacre en permanence. Une farce juridique et politique, une injustice. La désormais ex-présidente du Brésil ne décolère pas. Seule la mobilisation peut mettre fin à ce coup d'État. Le plus grand risque pour le pays en ce moment est d'être dirigé par un gouvernement de sans vote. Un gouvernement qui n'a pas été élu par le suffrage direct de la population brésilienne. Un gouvernement qui n'aura pas la légitimité pour mettre en œuvre des solutions face aux défis que le Brésil doit relever. Dilma Rousseff crie au complot, un complot ourdi par des personnes qui, selon elle, arrivent au pouvoir par la force à défaut d'avoir pu obtenir le suffrage des Brésiliens. Dans la foulée, elle a accusé son vice-président Michel Temer, désormais président par intérim, d'intense sabotage. Une crise politique est née dans un pays déchiré entre la gauche et la droite et le centriste Michel Temer en est le 3e larron.
C'est sur cet imbroglio politique au Brésil que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Je vous retrouve demain.